Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cet appel est enregistré. À ce stade, les participants sont en mode écoute seulement. Pour ceux d'entre vous qui êtes au téléphone et qui avez besoin de l'aide d'un téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Les participants sur l'Internet qui ont besoin de soutien doivent se servir de la fonction de dialogue. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Mme Jessie Chackley, responsable principale de l'amélioration à la FCISS. Allez-y, Mme Chackley. Merci et bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur appel intitulé « Le pouvoir des partenariats, patients et personnels dans la co-conception des soins de chevet ». Je suis Jessie Chackley, responsable principale de l'amélioration à la FCISS et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. La FCISS est une organisation sans but lucratif financée grâce à une entente conclue avec Santé Canada. Nous travaillons main dans la main avec les leaders de la santé afin de mettre en œuvre et de rendre compte d'améliorations dans les provinces et territoires. Nous sommes heureux d'accueillir plus de 75 participants à la séance d'aujourd'hui. Tandis que je présente nos conférencières, je vous demanderai de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue, dire qui vous êtes et d'où vous venez. Sur l'appel d'aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Patricia O'Connor, experte conseil indépendante à la FCISS pour le projet collaboratif mais Agir ensemble, et Diane Gaffney, responsable de la pratique professionnelle et responsable du transfert de responsabilité au chevet du patient et donc à Huron-Perth. Et nous avons aussi Kathy Bachner qui est patiente partenaire pour Huron-Perth Healthcare Alliance. On aimerait prendre un instant pour vérifier que tout le monde est au diapason. Sur l'appel d'aujourd'hui, nous allons faire venir des dirigeants et des patients partenaires qui participent à l'amélioration de la qualité. Nous allons identifier les caractéristiques principales des environnements propices à la participation ainsi que les conditions gagnantes pour travailler en partenariat avec les patients. Nous examinerons les pratiques exemplaires, y compris un exemple de cas sur la présence de la famille et la participation à soins, sur le transfert de responsabilité au chevet du patient, ainsi que sur l'utilisation de tableaux blancs pour améliorer l'expérience de soins des patients et des familles et mesurer la réussite pour soutenir la diffusion. Alors, merci de prendre un petit instant pour répondre à cette question. Nous avons des gens de partout, des chercheurs, des administrateurs de la santé, des cliniciens, ainsi que des prestataires de soins, des conseillers en qualité, des patients partenaires et des gens qui s'identifient comme autres. C'est peut-être prendre un petit instant pour nous dire quelle fonction signifie autre. Nous aimerions bien savoir qui s'est joint à nous. On aimerait prendre un instant pour veiller que tout le monde soit au diapason, tandis qu'on parle de participation des patients. À la FCISS, participation des patients signifie la participation des patients ou des membres de la famille au processus décisionnel et à leur participation active à certaines activités, par exemple planification, évaluation, soins, recherche, formation et recrutement. Fondée sur l'expertise acquise par l'expérience, la participation des patients exige la collaboration des professionnels ainsi que l'établissement d'un partenariat avec eux. Et à présent, je vais céder la parole à Patty O'Connor. Ici, Patty O'Connor. Bon après-midi à tous. Ce cadre que vous voyez affiché à l'écran concerne la participation du patient. Il a été élaboré par Christine Carmen et ses collègues. Il nous permet de comprendre les moyens par lesquels les patients et les familles peuvent participer de manière significative et à quoi cette participation ressemble, avec l'intensité de la participation qui augmente de gauche à droite. Donc, lorsque vous regardez de manière horizontale, vous voyez le continuum de la participation, de la consultation jusqu'à la contribution et enfin le partenariat et le leadership partagé. La différence de gauche à droite est surtout le niveau de prise de décision et de contrôle exercé par les patients et les membres des familles dans le processus de co-conception avec les prestataires qui évoluent dans les organisations de la santé. Sur la verticale, vous avez les niveaux de participation, c'est-à-dire soins directs au niveau de l'organisation ou de la gouvernance, et enfin, en bleu, au niveau des politiques.
Les encadrés complètement à droite représentent les résultats qui peuvent être perçus lorsque la participation des patients effective ce niveau 3 niveaux. Il est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de meilleur moyen de faire participer les patients, les membres de la famille ou les aidants naturels, mais leur participation à tous les niveaux renforce ce qu'on appelle l'environnement apte à la participation. La participation véritable signifie qu'il existe des soins offerts par les dirigeants et par les prestataires et que les patients et les familles participent directement, donc à la fois au niveau des soins directs et de la co-conception des soins. Ce qui est essentiel à la réussite de ces efforts de participation est la création de relations durables. Il y a 4 ans, lors d'une séance de dialogue sur des politiques tenue à Edmonton, Ross Baker et Jean-Louis Denis ont présenté ce diagramme et suggéré que la participation des patients était essentielle à l'alignement d'un système vers l'amélioration. Et l'ancienne PDG de Kingston General Hospital est maintenant présidente d'Agrément Canada, explique que la participation du patient est la force la plus perturbatrice du système de santé. C'est vrai parce que les 3 niveaux de ce diagramme doivent se conjuguer pour améliorer les choses. À la prochaine diapo, vous avez 7 caractéristiques clés des environnements propices à la participation. Et la direction est la première chose. Une direction courageuse et solidaire qui prêche par l'exemple est essentielle. Le PDG et les hauts dirigeants doivent adhérer à toute initiative d'amélioration si l'on veut qu'elle réussisse. Il est également important d'avoir des processus, des politiques qui puissent soutenir et pérenniser la participation des patients. Le recrutement des conseillers, des patients ressources à tous les niveaux est important. Ici, j'aimerais évoquer le fait que si vous n'êtes pas au courant, la FCISS a une plateforme de ressources sur la participation du patient. Nous aurons une diapositive un peu plus tard qui vous montrera où se trouve le lien. Il s'agit d'un guide pratique qui comprend plus de 213 outils qui peuvent être très utiles pour vous dans votre travail d'amélioration de la qualité. La troisième caractéristique importante concerne la création d'un environnement d'apprentissage mutuel pour les patients ressources, le personnel et les médecins. Et ici, on parle de personnel de première ligne qui sont souvent mis de côté lorsqu'on envisage une formation continue. Donc, tous doivent apprendre en même temps. Quatrièmement, encadrement et soutien de la facilitation. On l'inscrit car ce n'est pas évident pour les prestataires de première ligne. Nous avons des patients, des membres de la famille qui participent à la conception. Il faut donc que quelqu'un occupe un rôle de facilitation pour guider le processus jusqu'à ce que les gens se sentent plus à l'aise. Cinquièmement, la boucle de rétroaction continue et mesure des résultats, y compris l'utilisation intelligente de la technologie. Il est important d'évaluer l'expérience des patients grâce à des mesures de qualité auprès du personnel de première ligne. Sixièmement, les ressources, plus précisément, des fonds de démarrage pour toute nouvelle initiative, mais aussi des fonds qui pourraient être nécessaires pour dégager du temps. Enfin, les partenariats au sein de l'organisation, surtout pour des partenaires dans la transition des soins, tandis que de plus en plus d'organisations de soins s'intéressent à ces transitions qu'on ne peut faire seul, avec lesquelles donc il faut travailler en collaboration, ou pour lesquelles il faut travailler en collaboration. Ici, vous avez une liste de pratiques exemplaires en matière de participation des patients qui est fondée sur des données probantes. On va les passer à revue rapidement et ensuite on vous posera des questions afin de voir si ces pratiques sont déployées dans votre organisation également. La première concerne le cadre Carmen, c'est-à-dire la participation des patients, des familles ou des aidants naturels dans tous les niveaux de décision de votre organisation. Deuxièmement, la présence de la famille et les visites libres.
La FCISS travaille à une cybercollaboration gratuite à l'heure actuelle qui vise à aider les organisations qui souhaitent améliorer leur présence et leur politique des familles. Il y a 1 an et demi, lorsque la FCISS a fait une étude, elle a découvert qu'une organisation sur 4 seulement avait des politiques libres pour la présence des familles. Les tableaux blancs, c'est bien connu. La majorité des organisations au Canada connaissent cette pratique exemplaire. C'est un outil de communication au chevet du patient entre les membres du personnel, la famille et le patient. En fait, le transfert de responsabilité au chevet fera l'objet aussi d'une étude de cas aujourd'hui. On a les tournées intentionnelles de réconfort à chaque heure, les rondes multidisciplinaires, les conseils consultatifs des patients et des familles, les programmes d'ambassadeurs bénévoles, les pratiques adaptées aux personnes âgées, les processus d'admission interprofessionnelle. Et pour les soins de santé communautaire et primaire, l'autogestion des soins des maladies chroniques. Et enfin, l'information écrite pour le congé, notamment sur le prochain rendez-vous, les heures de prise de médicaments, des explications, ainsi qu'un numéro de téléphone en cas de questions. À présent, nous allons passer aux questions de sondage. On vous demanderait de prendre un petit moment et de cocher toutes les pratiques qui sont actuellement en place dans votre organisation. Elles n'ont pas besoin d'être en place dans toutes les zones cliniques. Or, si vous avez quelque chose à rapporter, cochez les cases pour que l'on sache où vous en êtes. Bon, alors, je ne vois pas grand-chose évoluer. Alors, ce que nous avons pour le moment, rapidement, dans le profil, ce n'est pas étonnant. La pratique la plus courante dans vos organisations concerne les conseils consultatifs de patients et de familles, qu'on appelle aussi les comités d'usagers ou de patients au Québec. Donc, 62% d'entre vous avez cela en place. Ensuite, les tableaux de chevet, quasi 44% d'entre vous avez ça. Et ensuite, on en a plusieurs, 37% qui arrivent avec des renseignements au congé. Mais cela signifie quand même que la grande majorité des organisations n'offrent pas cela pour le moment. Et nous savons que c'est une pratique exemplaire fondamentale. Environ 1/3 des organisations ont une autogestion des maladies chroniques, des pratiques sensibles aux personnes âgées. Alors, ce sont les deux qui arrivent à environ 1/3. La présence de la famille, visite libre, environ 25%. Alors, vous reflétez précisément le sondage antérieur réalisé par la FCISS où on disait que c'était 1 sur 4, un organisme sur 4, et un plus petit pourcentage des organisations ont des rondes intentionnelles ou des processus d'admission multidisciplinaires. Alors voilà, merci de vos observations. C'est très utile pour nous d'avoir une idée très générale de la situation. Voilà, nous y sommes. Alors, notre objectif à la FCISS est de vous aider à soutenir les conditions gagnantes pour faire un lien entre la participation du patient et l'amélioration de la qualité. Dans la programmation de la FCISS, nous avons aidé les organisations qui souhaitent renforcer leur capacité d'amélioration de la qualité. Ceci comprend les patients en tant que partenaires dans la conception des services de soins. Les projets collaboratifs d'apprentissage que nous pilotons exigent à présent la participation d'un patient au sein des équipes. En juillet 2014, nous avons lancé un projet collaboratif pan-canadien appelé
agir en partenariat avec les patients et leurs familles pour l'amélioration de la qualité. L'objectif de ce projet collaboratif était de renforcer la capacité et la culture organisationnelle visant à établir des partenariats avec les patients et les familles afin d'améliorer l'amélioration de la qualité tout le long du continuum de soins. 22 équipes ont été choisies à partir de 6 provinces et un territoire. Il s'agit d'un projet collaboratif d'apprentissage de 17 mois où le financement de 50 000 $ a été accordé par la FCISS jusqu'à 50 000 $ par organisation. Nous avons exploité 15 webinaires et un atelier en personne. 17 formateurs ont été affectés aux diverses équipes. Nous avions des participants des soins primaires, de la réadaptation et des soins continus, des soins actifs pour adultes ou pédiatriques et une gamme d'organisations qui étaient à la fois en soins actifs et en cancérologie. Chaque équipe financée devait avoir une équipe de base constituée d'un cadre parent, un chef de projet, un patient ressources et un responsable des mesures. Sur le plan des améliorations ciblées par les équipes, la majorité des équipes, sinon toutes, se concentraient sur l'amélioration de l'expérience des soins. Et 20 des équipes se sont servies de ce projet collaboratif pour construire l'infrastructure de participation et d'enseignement auprès des patients et des familles. Ces équipes se sont concentrées sur les coordinations de soins et de transition, comme le transfert de responsabilité au changement de quart, les processus d'admission multiple et de congés, la transition vers l'âge adulte des jeunes atteints de pathologies complexes ou de cancer, et l'accès en temps voulu aux soins était l'objet de certaines équipes. Certaines voulaient offrir un meilleur soutien aux familles et d'autres se sont concentrées sur la technologie. Cela comprenait les transitions, donc entre autres des jeunes atteints de pathologies complexes ou de cancer, et un centre de dialyse qui s'est servi de la technologie pour réduire le sentiment d'isolement chez les patients qui doivent subir une dialyse. Dans la santé, on présume souvent de ce qui est nécessaire pour améliorer le système. Les présomptions, entre autres, reposent sur le fait que nous pensons mieux savoir que les patients ce qui importe pour eux. Il est temps pour nous de les écouter, de réagir et d'écouter encore davantage et ensuite d'agir. Et à présent, j'aimerais vous présenter Kathy Bachner, qui est patiente ressource ici à Huron-Perth Healthcare Alliance. Elle décrit très bien son expérience et c'est ainsi qu'elle nous a appris à comprendre ce qui était important pour les patients et leurs familles. Kathy, la parole est à vous. Kathy Bachner, merci Patty et Jessie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous parlons des moyens par lesquels les médecins et les membres du personnel peuvent participer à l'amélioration du système de santé. Chacun a sa place dans le casse-tête et tout doit s'imbriquer, s'emboîter. Les membres du personnel prennent leurs propres morceaux et se mobilisent pour collaborer, co-créer un meilleur système de santé. Permettez-moi de partager mon expérience à titre de patiente ressource et les raisons pour lesquelles j'ai fait ce travail très important. 2 semaines avant Noël, en décembre 2012, je suis devenue très malade. J'étais une de ces patientes qui était perplexe et qui était très curieuse pour 12 équipes médicales. J'ai eu une infection, la maladie mangeuse de chair. Les médecins m'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée comment j'avais réussi. Et d'ailleurs, à l'unité de soins intensifs, on m'appelait le miracle de Noël. J'ai donc évolué dans 4 hôpitaux, à divers niveaux de soins et des services de réadaptation. Par la suite, j'ai continué de rencontrer des spécialistes et j'ai eu beaucoup de chirurgie et de tests. J'ai observé et vécu toute une série de spécialistes et de pratiques. Et après, bon, j'ai une expérience médicale importante, mais que c'est un patient de la conception d'un système de soins de santé? On n'est pas instruit en la matière, a-t-on quelque chose à contribuer?
Les professionnels de la santé, comme Angela Coulter, reconnue partout dans le monde, qui a publié plus de 300 articles de recherche et plusieurs livres sur l'expérience du patient, peut éclairer notre lanterne. Son travail se centre sur l'établissement de patients partenaires pour créer de meilleurs systèmes de santé. La Dr Coulter explique que lorsqu'on travaille avec les patients et les familles, il est important de reconnaître leurs atouts, leurs forces et leurs capacités. Elle parle de l'importance de la qualité entre les professionnels et les patients qui doivent travailler d'égal à égal. Elle parle d'effacer les frontières, entre autres dans les organismes communautaires et bénévoles. Ceci permet de concevoir des solutions qui sont conçues et mises en œuvre avec les patients plutôt que pour eux. Le slogan « Rien sur moi sans moi » s'applique en pareil cas. Les patients vous diront que cela apparaît positif de contribuer leurs observations acquises au fil de leur expérience afin qu'ils puissent expliquer leur vécu et leur rétroaction, à savoir comment surmonter les obstacles et faire fond sur les éléments positifs du système. Leurs idées ne sont pas irréalistes et coûteuses, mais lorsque combinées avec l'expérience de travail des professionnels de la santé chevronnés, des solutions et des résultats tangibles peuvent en découler, avec l'avantage d'améliorer aussi, par surcroît, la satisfaction du personnel. Il est important pour tous d'avoir une bonne plateforme commune d'attente lorsqu'on travaille avec des patients partenaires. L'éducation et l'orientation à la fois du personnel et des patients ressources dès le début est essentielle si on veut avoir un bon travail de collaboration. Je vais donc partager quelques renseignements de la part des patients partenaires. N'ayez pas peur. Nous n'allons pas suggérer des choses trop coûteuses. Nous voulons travailler avec vous. Nos demandes ne seront pas déraisonnables. Évitez les gestes purement symboliques. Ne prétendez pas que nous n'avons rien à ajouter qui soit valable. Expliquez le but ainsi que le rôle du patient partenaire aussi au sein du comité. Abstenez-vous de parler en acronyme. Suffisamment dit, tout le monde a horreur des sigles. Promouvez l'égalité en utilisant uniquement les prénoms. Exploitez nos forces et nos expériences individuelles. Un patient partenaire doit toujours être présent. Servez-vous de téléconférence comme bonne solution à des échéanciers trop courts? Ou alors, faites la promotion de la qualité en vous servant de documents de réunion à l'avance. Il faut les inclure les patients partenaires dans tous les messages, de sorte que les patients partenaires ne se sentent pas parachutés dans les réunions. Envisagez un système de vote où tout le monde a voix au chapitre. Et enfin, couvrez les frais engagés comme le stationnement, le kilométrage et les services de garde. Mais la chose la plus importante est d'abord de vous remercier de nous avoir invités à la table. À présent, je vais céder la parole à Diane Gaffney, qui est responsable de la pratique professionnelle à Huron-Perth Healthcare Alliance, HPHA, qui parlera du parcours de HPHA vers les soins centrés sur la personne et la participation des patients, ainsi que le projet de recherche financé en partie par la CASS pour améliorer le transfert de responsabilité au chevet du patient. Diane Gaffney. Merci, Cathy. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous le cheminement de notre organisation vers des soins davantage centrés sur les patients et une plus grande participation des patients. Alors, HPHA conjugue 4 hôpitaux, dont le plus grand est à Stratford, en Ontario. Au total, nous avons 193 lits. Alors, notre cheminement en manière de soins centrés sur le patient et de participation du patient, la plus grande initiative a commencé en 2011. On a eu la chance d'entrer en partenariat avec la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé dans le cadre de son projet de participation du patient, où on intégrait des patients partenaires dans les conseils d'action.
voici un échéancier de toutes les initiatives importantes que nous avons mises en œuvre dans notre organisation. On n'a pas le temps, évidemment, de les passer en revue dans le détail, mais je vais passer du temps à parler de nos heures de visite libre qu'on a lancées en 2012 et un peu aussi du tableau blanc au chevet du patient, surtout en ce qui a trait à notre transfert de responsabilité au chevet du patient, c'est-à-dire l'objet de la conversation d'aujourd'hui pour nous. Alors, le cheminement a commencé en 2010. Nous avons élaboré un modèle de pratique interprofessionnelle où les soins centrés sur les patients et sa famille étaient au cœur du modèle. Étant donné que c'était aussi essentiel à la réussite et à la transformation culturelle, on a réalisé qu'il fallait instruire tout le personnel, les médecins, sur les soins centrés sur le patient et sa famille et participer à des conversations avec eux. Donc en 2011, on a organisé un atelier de leadership avec tous les dirigeants de l'organisation intitulé Soins centrés sur le patient et sa famille au-delà de la rhétorique. Car on pensait avoir des soins centrés sur le patient et sa famille, mais lorsqu'on a examiné la question de plus près, on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes de ce côté de notre interaction avec les patients et leurs familles. Donc, dans la deuxième moitié de cet atelier de 4 heures, j'ai fait venir des patients et des membres des familles afin qu'ils partagent leurs récits. C'est la troisième fois que ça avait été fait dans notre organisation, qu'on a demandé à des groupes de professionnels d'écouter les patients et leurs familles. On a demandé qu'ils nous parlent de tout, du bien et du mauvais. Un des membres de la famille a parlé d'une expérience épouvantable avec nos heures de visite limitées. Son mari avait été admis fréquemment à l'hôpital et l'absence de visite avait eu un impact considérable sur elle. Ceci a vraiment éperonné notre équipe de direction, surtout notre PDG, qui après cette séance m'a dit que je devais changer les choses immédiatement. Bon, évidemment, il ne faut pas le faire immédiatement, il faut suivre un processus, mais c'est ce qui a vraiment lancé le bal. Alors, je vais passer quelques minutes à parler de cette initiative. Alors, on avait des heures de visite très strictes qui remontaient à l'époque du SRAS. Donc, les patients ne voyaient leur famille que de manière très, très limitée. Donc, les visites n'étaient possibles que de 11 heures à 14 heures et de 16 heures à 20 heures. Le personnel et les médecins en étaient réjouis. Et du point de vue du contrôle des affections, ils estimaient que c'était une bonne chose. Les membres des patients et des familles nous ont dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Et s'ils étaient, par exemple, au travail de 8 heures le matin à 8 heures le soir, ce qui est le cas des gens qui ont un travail en quart souvent, ils ne pouvaient pas voir leurs proches du tout. Alors, il fallait changer. Notre culture devait évoluer pour qu'on ait des soins davantage centrés sur la personne et que ceci est une participation accrue à la prise de décision. Nous recevions énormément de plaintes de la part de patients et de familles qui n'étaient pas du tout d'accord avec nos pratiques, entre autres, de visite. Essentiellement, c'était la bonne chose à faire, c'est-à-dire que les patients devraient avoir leur mot à dire sur le plan des personnes qu'ils veulent avoir dans leur entourage et les meilleurs moments de la journée pour les visiter. Nous avons aussi encouragé la participation de la famille et des amis dans le cadre de l'équipe de soutien et de soins du patient. Il est important qu'ils soient mis à contribution aux soins et à la prise en charge du patient et évidemment que ce soit conforme aux souhaits du patient. Ce faisant, on peut davantage aider le patient au moment de son congé, entre autres. Alors, notre processus, eh bien, nous avons fait un examen de la littérature scientifique et une analyse environnementale. Après 2011-2012, il y a beaucoup d'hôpitaux qui l'avaient déjà fait. Donc, il y avait beaucoup d'exemples desquels on pouvait s'inspirer. On a fait des exposés dans tous les forums, vous les voyez affichés à l'écran, pour que le personnel en parle et pour qu'ils parlent de leurs préoccupations, qu'on puisse examiner les difficultés. Mais on a évidemment aussi parlé des avantages. Bon, les problèmes, c'est assez typique. La vie privée, la confidentialité, l'interruption du déroulement du travail du personnel, la perturbation du repos, du sommeil des patients, les préoccupations relatives au contrôle des infections, les problèmes de sécurité dans la nuit, quand aurons-nous nos pauses? Et les gens disaient, il faudra plus de temps pour faire mes tournées si je dois parler aux familles. Alors, c'est de là qu'on partait.
Alors, nous avons mis en place des lignes directrices standardisées pour les visites. Alors, ce sont des visites libres fondées sur les préférences du patient. On a encouragé le dialogue entre les patients, leurs familles et les prestataires de services de santé au sujet des besoins des patients, dont la présence et le soutien des membres de la famille. Et on a reconnu que les familles étaient des partenaires de soins et le rôle important qu'elles jouent dans la qualité des soins et l'amélioration de cette qualité. Et lorsqu'on parle de famille, on parle pas forcément de la famille biologique, mais de quiconque est déterminé par le patient comme famille. L'énoncé de la philosophie sur les visites ainsi que sur la participation de la famille aux soins parle de la promotion et du soutien du modèle de soins centrés sur le patient et sa famille, que les patients, leur famille et d'autres partenaires sont des partenaires des soins. Il faut le faire afin de garantir non seulement qu'il y ait une meilleure expérience du patient, mais pour garantir une meilleure qualité, une plus grande sécurité. Les patients, je le disais, définissent leur famille et comment cette famille doit participer à la planification des soins et à la prise de décision. Alors, pour répondre aux préoccupations du personnel et des médecins que j'ai soulevées antérieurement, nous avons inclus dans nos lignes directrices quelques points. Par exemple, le nombre de personnes qui seraient accueillies au chevet à un moment donné serait déterminé en collaboration avec le patient et sa famille. Comme beaucoup d'organisations, nous avons une minorité de chambres privées. La majorité sont soit semi-privées ou encore réunissent 4 patients. Donc, il a fallu examiner la situation et dire que la négociation doit se faire entre le patient, sa famille et d'autres partenaires de soins, à savoir comment on compose avec les chambres partagées. Par ailleurs, on a dit que les heures de visite pouvaient être interrompues pour fournir des soins appropriés aux patients et protéger la vie privée des autres patients dans la même chambre. Nous avons énormément planifié la mise en œuvre et la communication. Je ne vais pas passer tout cela en revue, mais tout le monde, du conseil d'administration jusqu'au personnel de première ligne, ont participé. On a consulté d'autres organisations qui étaient passées par le processus avant nous et donc nous nous sommes beaucoup inspirés de leur expérience. On a communiqué dans le cadre de nos bulletins, aussi avec les bureaux des médecins, propriétaires de cabinets, avec toute la communauté essentiellement. Les leçons que nous avons tirées de cette expérience, c'est qu'il est très avantageux d'aligner ce genre d'initiative à votre orientation stratégique et aux priorités de votre organisation. Nous avions l'adhésion des hauts dirigeants depuis le début, donc on a estimé que c'était très important. L'éducation sur les soins centrés sur le patient et sa famille. On avait un projet de participation du patient. Il y avait 4 ateliers obligatoires pour tout le personnel qui offrait des soins sur la pratique interprofessionnelle, mais aussi sur les soins centrés sur le patient et sa famille. Et pendant ces ateliers, on a parlé de la présence des familles. Donc, cela a été essentiel pour obtenir l'adhésion du personnel. On a fait une analyse des parties prenantes. On avait l'impression d'avoir communiqué avec tout le monde. Et tout près de la date de mise en œuvre, on a réalisé qu'on n'avait pas communiqué avec la sécurité et la gestion des installations, ce qui est important si vous avez des gens qui viennent à toute heure de la nuit. Donc, nous avons pu communiquer avec eux avant le déploiement effectif du projet. On a aussi trouvé qu'il était important d'inclure tous les domaines de soins du patient. Donc, qu'il s'agisse d'une clinique ambulatoire, des services d'urgence, il fallait leur communiquer la nouvelle politique à l'époque que les familles étaient accueillies partout. On a parlé aussi de l'importance des préférences du patient, que cela devait être versé même dans leur dossier. Communiquer, communiquer, puis communiquer. Bon, toute initiative mérite une bonne communication. C'est la clé du succès et sans doute le domaine où généralement on a des ennuis. Ce qu'on a déterminé, c'est qu'avec l'augmentation de l'exposition du personnel aux familles, eh bien, on a augmenté leur niveau de confort aussi à travailler ensemble avec les patients et les familles, ce qui a renforcé le partenariat entre le personnel et les patients et les familles dans l'ensemble de l'organisation. Je voulais investiguer un peu
le rapport de changement de quart au chevet du patient. C'est ici la première diapositive d'un exposé réalisé à l'Institute for Family Patient Centered Care en juillet dernier. Donc, Kathy Bachner était notre patiente partenaire dans le cadre de ce projet. Nous avions aussi un membre de la famille. Nous avions des dirigeants des unités pilotes. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Et on avait un cadre parent, c'est-à-dire la vice-présidente partenariat expérience du patient. On avait du personnel de première ligne. On avait Patty O'Connor, que vous avez entendu un peu plus tôt, qui était notre experte conseil et qui nous a été fort utile. Voici la photo de l'équipe de projet parce que vous voyez Jane qui est en vidéoconférence. Kathy Bachner vous l'a dit un peu plus tôt, il faut se servir de la technologie pour véritablement amener le plus possible de gens dans votre giron, surtout lorsque la distance et le temps sont des facteurs importants. Donc, on a fait beaucoup de vidéoconférences car nos 2 projets pilotes étaient à une bonne distance l'un de l'autre. Donc, depuis le tout début du projet, nous avons mis en place un véritable partenariat avec les patients. Cassie a travaillé avec moi à la demande de financement à la FCASS. Donc, depuis le tout début de l'idée, on avait un patient partenaire à nos côtés. Elle faisait partie de l'équipe de projet et nous avions un membre d'une famille de patients. Et Cathy et Barb, donc la famille, ont aussi participé aux formations du personnel. On a fait participer les patients de l'unité à l'évaluation de ce que l'on faisait et on a aussi fait participer les patients au transfert de responsabilité au chevet, ce qu'on a appelé TRC. Donc, on voulait toucher tout le spectre du projet. Alors, pourquoi faisait-on ça? Eh bien, parce qu'on a reconnu qu'on avait un vrai problème au sein de notre organisation avec le transfert de responsabilité au chevet, en ce sens qu'il ne faisait pas de manière normalisée. Donc, il y avait énormément de variations dans la qualité et la méthodologie de ce transfert de responsabilité. Cela se produisait à peu près partout, sauf au chevet du patient. Donc, le patient ne participait pas au processus. Pourquoi était-ce un problème? Eh bien, parce que nous avons reconnu dans la littérature scientifique, voici une citation qui nous provient des États-Unis, mais on sait que 80% des erreurs médicales graves sont liées aux problèmes de communication entre les soignants lors des transferts des patients. Alors, on n'était pas les premiers à mettre ce genre de transfert en place. Il existe beaucoup d'études, entre autres de l'hôpital Saint Michael à Toronto, qui nous a aidés à concevoir le processus. Donc, il y a d'importants avantages, entre autres la sécurité du patient, moins de problèmes de médicaments, d'escarres, de chutes, l'amélioration de la satisfaction du patient et de la satisfaction du personnel. Ça, c'est ce qu'on a communiqué aux membres du personnel lors de la formation d'ailleurs. Nous avions des chiffres concrets à communiquer. Les infirmières, quand on a commencé à en parler, évidemment, étaient préoccupées. Et de nouveau, bon, elles parlaient de la confidentialité des patients. C'était une des premières choses qui était évoquée lorsqu'on en parlait. Ensuite, il y avait des questions sur le caractère répétitif du travail. Elles trouvaient qu'il faudrait plus de temps. Et qu'en était-il des patients qui étaient isolés? La famille qui leur rendait visite devrait porter des vêtements et de l'équipement de protection. Enfin, tout cela prendrait énormément de temps. Donc, on s'est dit, il nous faut des énoncés de mission. On voulait améliorer la sécurité des patients pour réduire les erreurs médicales, les effets indésirables liés à la communication suboptimale lors du transfert de responsabilité. On voulait améliorer la satisfaction des patients grâce à la présentation personnelle du prochain infirmier au moment du TRC et la participation à l'échange d'informations avec le personnel infirmier. Par ailleurs, on voulait que ce projet améliore la capacité des infirmières à prioriser leurs soins aux patients qui leur sont confiés grâce à l'accès à davantage d'informations sur leurs patients au tout début de leur quart de travail. Nous avions 2 sites pilotes. L'hôpital St. Mary's, qui est à environ 25 minutes de l'hôpital de Stratford. Donc,
unité de 20 lits, 10 lits en soins aigus et 10 lits en soins continus complexes. Et en fait, à Stratford, nous avions 32 lits, 25 lits en chirurgie et 7 en soins continus complexes. Donc, formation du personnel, j'en ai parlé, c'était obligatoire pour tout le personnel. On leur a parlé de ce que nous disait la littérature scientifique, les avantages, les inconvénients. Et ensuite, on a présenté un outil pour un peu encadrer la conversation. L'outil S-Bar, et je le présenterai à la diapo suivante. On a inclus aussi des scénarios de pratique et des exercices de simulation dans la deuxième partie de cette séance de formation de 2 heures. Et ça a été très important. Et on avait des patients partenaires qui participaient aux séances et surtout aux simulations. Ici, vous avez l'outil. Il fait partie des ressources que vous recevrez suite à ce webinaire. Donc, S-Bar, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, est un outil structuré qui permet de lancer des conversations entre les infirmières et d'autres professionnels de la santé, ou ça peut être des médecins, enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, on voulait que ceci s'inscrive bien dans un cadre de transfert de responsabilité au chevet du patient. Nous avons eu diverses versions que nous avons mises à l'essai pendant le projet pilote. Une des choses que vous allez constater dans la section situation, c'est la mise à jour du tableau blanc. On avait mis en place les tableaux blancs des années auparavant, mais parfois ils n'étaient pas utilisés du tout ou alors pas à bon escient. Donc, on s'est servi de ceci pour insister sur l'utilisation du tableau blanc au moment du changement de quart. Et ça a très bien réussi. Voici une brochure qui a permis d'éduquer les patients, parce que c'était nouveau pour eux aussi. Alors, Kathy Bachner, qu'on a entendu un peu plus tôt, a aussi joué un rôle fondamental. Elle a 30 ans d'expérience comme enseignante. Et donc, Kathy a vraiment pris la houlette de ce projet. Elle nous a encouragés, entre autres, à avoir une section pour les patients et les familles qui concernaient ce qu'ils devraient aborder avec leurs professionnels de la santé. Une section pour ce qu'ils aborderaient avec les infirmières, une section avec ce qu'ils aborderaient pour auprès des médecins, parce que souvent, les patients sont fatigués, ne se sentent pas bien. C'est à ce moment que les professionnels se présentent dans leur chambre et ne savent plus ce qu'ils veulent demander. S'agissant des préoccupations relatives à la confidentialité, nous avons inclus des renseignements, car c'est ainsi que nous avons réagi aux préoccupations. Alors, on leur a laissé savoir que les patients avaient le droit de décider si le transfert de responsabilité aurait lieu à leur chevet ou non. Au début de leur séjour, les patients recevaient une brochure d'information détaillée sur le transfert de responsabilité au chevet. Et au début de chaque rapport de transfert de responsabilité, on demandait aux patients s'ils voulaient que ça se produise à leur chevet, car leurs préférences peuvent changer. Donc, ils avaient le contrôle. À chaque transfert de responsabilité, ils pouvaient décider. Par ailleurs, s'il y avait des renseignements qu'ils n'avaient pas envie que l'on entende, ça pouvait être fait en privé. Les patients pouvaient désigner qui ils voulaient voir participer à ce transfert de responsabilité. Les rideaux, évidemment, étaient tirés dans les chambres à 2 lits, dans les salles communes, pour que ce soit le plus privé possible. Et on a demandé aux infirmières de parler suffisamment fort pour être entendues par le patient et sa famille, mais de ne pas parler trop fort pour que ce soit entendu par les autres. On sait tous la réalité et les limites des chambres qui sont partagées. Et on a aussi signalé que l'Ordre des infirmières de l'Ontario encourage les infirmières à échanger des informations au chevet des patients, tout en reconnaissant la nature personnelle des renseignements. Patty O'Connor, qui était notre conseillère, nous a remis cette perle, c'est-à-dire d'utiliser le cycle planifier, exécuter, étudier, agir. Donc, lorsqu'on a commencé la mise en œuvre, on a commencé avec 2 infirmières à la fois au changement de quart. Et on a travaillé de manière très stratégique avec ces infirmières à chaque changement de quart de travail pour essayer de mettre à l'essai nos procédures et apporter des ajustements aux besoins, grâce entre autres à l'outil S-Bar. On a pu mesurer le temps nécessaire qu'il fallait pour le rapport, notre objectif étant que ça ne prenne pas plus de temps que ce qu'on faisait dans le passé. On a pu aussi avoir une rétroaction
dans l'immédiat du personnel et des patients. C'est sûr qu'on était confiant lorsqu'on déployait le projet à d'autres membres du personnel. On avait un bon plan d'évaluation. Je ne peux pas entrer dans tous les outils qu'on a utilisés pour évaluer le projet. On s'est servi d'un mélange d'approches qualitatives et quantitatives. Donc, la rétroaction immédiate étant l'aspect qualitatif, mais aussi des groupes de discussion qu'on a organisés au début et à la fin de l'étude. On avait 3 périodes de collecte de données de référence, c'est-à-dire environ un mois avant la mise en œuvre du projet, ensuite 4 mois avant la mise en œuvre et ensuite 8 mois suivants, ou 4 mois suivant la mise en œuvre, plutôt, et 8 mois suivant la mise en œuvre, les 2 autres temps. Nous avons recueilli énormément de données, on est très satisfait des résultats. Ça nous a beaucoup appris sur le processus et on a vu les avantages qui sont exceptionnels. Voici quelques résultats. Ici, c'est concernant l'expérience du patient. On s'est servi du sondage sur l'expérience d'hospitalisation des patients canadiens. Donc, si vous regardez, il y a eu une diminution du premier au deuxième temps, mais ensuite, on a constaté une augmentation importante du score moyen des soins dispensés par le personnel infirmier. C'est parce que dans les premières phases de la mise en œuvre, ce n'était pas toujours uniforme. Il n'y avait pas toujours de rapport au chevet du patient. Donc, il a fallu un peu de temps pour s'accoutumer à la nouvelle pratique, mais après 8 mois, on constate une amélioration considérable de la satisfaction des patients. Et on a constaté la même chose avec le membre du personnel. Alors, si on regarde la mesure globale de la satisfaction au travail, on constate une diminution. Au deuxième temps, c'est très commun lorsqu'on met en place ce genre de changement. C'était un changement important d'ailleurs pour les soins infirmiers. Mais on était très heureux de constater au troisième temps qu'on a obtenu une amélioration considérable de la satisfaction du personnel. Et ceci coïncide avec ce qu'on avait lu dans la littérature scientifique. Évidemment, on a mesuré aussi le temps d'exécution. On s'est servi d'un diagramme de progression. On mesurait pour chaque quart quel était le temps pendant les 4 premiers mois. Et ensuite, on a fait des évaluations un peu plus sporadiques. Mais on a pu montrer une diminution de 4 minutes dans le temps total exigé pour le rapport de changement de quart. Alors, quelques diapos, je ne vais pas tout lire, mais je veux que vous sachiez ce que disent les patients de ce transfert de responsabilité à leur chevet. Cela m'a aidé de me sentir intégrée. Je crois que c'est une bonne idée. J'ai déjà subi une chirurgie ici et on ne faisait pas ça. J'étais confortée de savoir que tout le monde était sur la même longueur d'onde. Sur le plan de la confidentialité, les patients nous ont dit que ce n'était pas un problème du tout. Ici, vous avez quelqu'un qui dit pas de problème de confidentialité. Ça dépend de la nature de l'information, du patient, de la situation. On en discute souvent déjà avec d'autres patients dans la chambre, donc pas de problème. Que nous disait le personnel? Elles ont dit que c'était bien parce qu'elles étaient davantage au courant de l'état des patients. Elles se sentaient plus en sécurité car elles savaient qui s'occuperait des patients lorsqu'elles quittaient le travail. Elles disaient aussi que ça leur permettait d'établir des priorités parmi les soins. Alors, les enseignements tirés, évidemment, l'inclusion du patient et de membres de sa famille ainsi que du personnel dans tous les aspects du projet est, à mon avis, fondamentale à la réussite du projet. La communication des mesures quotidiennes, donc le temps nécessaire et les observations des patients, des membres du personnel et des familles étaient partagées sur des tableaux et lors de concertations interprofessionnelles. Le soutien concret de la haute direction, évidemment. L'inclusion des jeux de rôle dans les séances de formation. L'inclusion d'ailleurs des patients et des membres de leur famille à ces séances de formation. Il est important que ceux-ci fassent partie de ces simulations. Leur contribution est extrêmement valable. Les observations quotidiennes, surtout pendant les 3 à 4 premiers mois, c'est très important. Se servir des cycles PEEA pour affiner le processus. Et évidemment, nous, on s'est servi aussi des tableaux blancs. C'est tout l'ensemble qu'il faut mettre en œuvre. L'écoute active et les préoccupations du personnel. Vous devez être certain que le personnel sache que leurs préoccupations sont prises en compte et qu'on y réagit au meilleur de notre capacité. Et ensuite, réaliser le changement de pratique, ce n'est pas facile. On a découvert que pour inscrire cette pratique
dans les pratiques quotidiennes nécessitait donc la participation active des gestionnaires. Alors pour conclure, il est difficile de mettre en œuvre du changement. Voici une image qui représente bien la situation. Les gens reconnaissent souvent qu'il faut du changement, mais lorsqu'on demande aux gens qui veut changer, eh bien à ce moment-là, les gens n'ont plus envie. Et quand on dit qui veut mener le changement, la pièce se vide. Alors c'est très difficile d'amorcer ce genre de changement, mais les bénéfices en valent vraiment la peine. Jessie Checkley, merci Diane. Et merci à Cathy ainsi que Patty. À ce stade, on vous a demandé d'envoyer des questions. Si vous avez des questions à transmettre à nos conférencières, mais tandis qu'on attend vos questions, nous allons vous demander de nous dire comment vous voyez sur le plan de votre parcours en partenariat avec les patients et leurs familles. Alors, je vous laisse répondre dans la boîte de dialogue pendant les quelques minutes à venir. Ajoutez vos observations pour que nous puissions en prendre connaissance. Alors, nous avons quelques observations. D'autres sont en train d'en saisir. Entre-temps, j'aimerais que vous sachiez, comme Patty le disait un peu plus tôt, un des autres résultats de ce projet collaboratif et d'anciens programmes aussi de la programmation de la FCSS concerne la plateforme de ressources pour la participation du patient. Elle renferme des outils et des ressources qui peuvent vous appuyer dans le cadre de vos démarches sur la participation des patients. Nous vous encourageons à aller sur notre site web. C'est une excellente occasion d'apprendre des autres. Il existe des ressources, des outils du Canada et d'ailleurs qui peuvent vous aider tandis que vous continuez sur votre chemin de la participation du patient. Nous avons une observation de R. Edwards. Si le changement est si avantageux pour les patients, pourquoi le personnel y résiste-t-il tant? Il me semble que les patients et le personnel sont souvent en désaccord. Patty O'Connor. Eh bien, c'est une excellente question. Si vous demandez au personnel, le personnel vont vous dire qu'avec leur charge de travail, ils ont tellement l'habitude de faire les choses d'une certaine façon que ce changement, comme la majorité des changements d'ailleurs, sont mal perçus. Il faut du temps pour qu'ils voient les avantages. Donc, il faut qu'ils vivent l'expérience pour comprendre à quel point il est important de faire participer les patients et qu'ils puissent constater les avantages pour leur propre pratique aussi. Donc, il faut du temps, mais ça a été notre expérience du moins. Qu'en pensez-vous, Cathy? Cathy Baxter. Eh bien, je pense que les récits des patients ont le plus grand impact ici. Si je partageais mon expérience avec le personnel, même ceux qui étaient les plus récalcitrants, lorsqu'ils entendaient l'histoire et l'importance de l'impact du patient sur ses propres soins, parfois, ils étaient même émus. Donc, il faut de la communication, c'est certain, et il faut du temps, et il faut de la patience. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Jessie Checkley, merci. J'ai une observation ici de Aoana. Félicitations pour vos résultats. Et elle se demande si d'autres organisations ont obtenu des résultats similaires pour les deux initiatives. Patty O'Connor, Leanne Jess et l'équipe de St. Michael's ont produit beaucoup de documents sur cela. Et ils ont des résultats très similaires aux nôtres. Donc, St. Michael's, à mon avis, est une excellente ressource. Et s'agissant des heures de visite, bon, nous avons des résultats qui ne remontent pas il y a très longtemps, mais examiner Kingston General Hospital, Thunder Bay, qui font partie de la cybercollaboration de la FCSS, qui ont également des résultats éloquents concernant la participation des patients à leurs soins.
Alors, je pense que vous allez voir que ce genre de projet prendra son envol. Jessica Clay. Nous avons aussi une observation d'Estelle Desaulniers-Coulombe qui explique qu'elle fait partie d'une équipe qui participe à la cybercollaboration main dans la main avec les familles et que c'est leur première étape, à leur avis, leur premier pas vers le partenariat lié aux soins directs. Elle explique qu'ils travaillent fort et qu'ils évoluent le long du cheminement du partenariat avec les patients. Je vous donne une dernière minute si vous avez des observations à faire et ensuite nous conclurons. La dernière observation nous provient de R. Edwards. Dans son expérience des heures de visite, la résistance provient généralement des médecins. Et on demande donc quelle est votre approche pour confronter cette résistance? Diane Gaffney. Bon, je dirais qu'ici, on a eu une certaine résistance, mais surtout de la part des membres du personnel. Chez les médecins, eh bien, on les a fait participer très tôt dans des séances d'éducation, dans des conversations. Et ça a été intéressant. Le premier jour, je vais le partager très, très rapidement, le tout premier jour où on a lancé le projet, le 15 octobre 2012, un des médecins qui avait énormément résisté de l'unité de chirurgie n'avait pas envie que des membres de la famille soient présents. Il a dit, après la formation, là, je comprends. Il y a 2 petits garçons qui sont venus à 7h30 le matin pour voir leur mère avant d'aller à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience de l'importance des heures de visite. Rapidement, en regardant ces 2 jeunes enfants, il a compris à quel point il était important d'avoir un peu plus de souplesse. Alors, il est important de travailler avec les médecins dès le début, mais lorsqu'ils ont l'occasion de vivre l'expérience et qu'ils voient de visu les avantages, généralement, ils sont d'accord. Ce n'est jamais une question de qualité, mais parfois, c'est simplement une question de renforcement du message. Jackie Chakri, bien. Alors, nous passons très rapidement à la diapositive suivante pour que vous sachiez qu'il existe une liste de ressources et tous les exposés, PowerPoint, les outils, les ressources seront rendus disponibles sur le site web de la FCSS. Vous recevrez un message à ce propos ultérieurement. Pour les webinaires à venir à présent, vous allez voir à l'écran que nous avons les webinaires de l'automne, le 6 octobre, et ensuite le 12 et le 19 octobre. Je vais donc rapidement vous demander de répondre à ce sondage pour nous dire ce que vous avez pensé de cet appel. Et tandis que vous répondez à ces questions, j'aimerais vous remercier de votre participation à ce webinaire sur appel et de remercier nos conférencières, Patty O'Connor, Diane Gaffney et Kathy Bachner, qui ont partagé leur expérience et leur expertise dans le cadre de leur travail sur les partenariats avec les patients et leurs familles et qui nous ont donné la perspective à la fois du prestataire et du patient. Alors, les gens répondent déjà aux questions, donc je vais les lire. Ce webinaire m'a permis d'en apprendre davantage sur les pratiques exemplaires fondées sur des données probantes en vue d'améliorer l'expérience des soins des patients et des familles. Ce webinaire m'a permis de mieux comprendre comment mettre à contribution les dirigeants, le personnel de première ligne et les patients partenaires dans les activités d'amélioration de la qualité et de gestion du changement. J'en ai appris davantage sur les mesures que mon organisme peut prendre pour évaluer les résultats et les mesures fructueuses. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de l'expérience que j'ai vécue dans le cadre de ce webinaire et je pourrais mettre en application dans mon milieu de travail ce que j'ai appris à ce webinaire, en plus de tout autre commentaire que vous ayez à fournir pour qu'on puisse améliorer nos webinaires à l'avenir. Merci beaucoup. Ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui.